Eh bah alors là, moi qui m'attendais à un Grand Prix un petit peu moyen, on a eu probablement l'un des meilleurs Grands Prix de la saison. Le Grand Prix, il a coché absolument toutes les cases des scénarios possibles et imaginables. On a eu du drama au virage 1, des safety cars, un décollage d'ailleurs, grosse bataille. Enfin bref, non, ça a été plutôt stylé, plutôt beau là. Bon Grand Prix. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix des États-Unis d'Amérique, c'est parti. Allez, je commence tout de suite par ce qui m'a un petit peu brisé le cœur, c'est la course des Aston Martin parce qu'ils avaient moyen de prendre un nombre de points qui était indécent face à Alfa Romeo et prendre cette 6e place au championnat constructeur. Ça n'a pas été le cas. Alors quand même, il faut souligner un départ P5 et P10 pour Stroll et Sebastian Vettel. Stroll qui faisait un super week-end. Les deux Aston qui évitent parfaitement l'embouteillage créé par Russell et Sainz au premier virage. P3, P5 à la sortie du premier tour. Même si on sait qu'on attend Leclerc et Perez qui vont remonter quoi qu'il arrive, ça se présentait plutôt pas mal. Alors le premier relais fonctionne bien parce que la gestion de leur course est intelligente. Ils se battent pas contre les Mercedes ou les Red Bull, ni même la Ferrari de Leclerc. Et comme ils sont pas en bataille dans le peloton, ils peuvent avoir leur propre rythme et s'échapper entre guillemets d'une certaine manière. Ils sont pas dans le trafic. Alors du coup de ça, ils en profitent assez bien. Stroll est un des derniers de tête à s'arrêter au tour 15 et Vettel, lui, il allonge son premier relais avec ses médiums et va profiter de la safety car, tout comme Charles Leclerc d'ailleurs, pour rester bien devant. P6, P7 à la relance avec derrière quand même Alonso et Norris. Là pour le coup ça allait être difficile. Alors les deux remettent des médiums quand la majorité passe en hard. Les hard qui ont eu du mal à fonctionner visiblement, selon à peu près toutes les équipes. Ils n'étaient pas aussi performants que ce à quoi les équipes s'attendaient visiblement. Alors du coup, Aston Martin perd une voiture sur l'accrochage entre Alonso et Stroll, mais ça on va en reparler. En attendant, Vettel fait sa course avec les deux AlphaTauri derrière lui, car Norris s'est fait avoir par la première safety car. Et Alonso s'est fait retourner entre guillemets, il est retourné à l'arrière du peloton. Du coup, ça sent bon pour la dernière Aston en lice. Même stratégie qu'au premier relais, Vettel allonge pour rester le plus possible en dehors du trafic, donc là nickel. Et du coup, il perd pas de temps, ça fonctionne bien jusqu'à ce qu'il fasse son dernier arrêt. Alors là, c'est la catastrophe. Problème de serrage d'écrou à l'avant gauche, il retombe à la P13. Alors on va noter sa remontada quand même pour aller chercher en piste la P8 en repartant P13 avant de se classer finalement P7 grâce à une pénalité infligée à Fernando Alonso, ça aussi on va en reparler. On va noter aussi la dernière belle passe d'armes dans le dernier tour face à Magnussen, où là on a retrouvé le Vettel qu'on connaissait, qui sait parfaitement se positionner et prendre des lignes parfois un petit peu audacieuses, comme faire l'extérieur dans le triple droit. Ça a réussi avec Magnussen, ça avait déjà réussi avec Albon un petit peu plus tôt dans la course. Alors Vettel il passe quand même à deux doigts de perdre la voiture dans le triple droit, à grande vitesse, et il bloque même le train arrière dans le freinage du virage suivant, là aussi à deux doigts de la correction, mais finalement ça passe. Cri de joie à la radio, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça, et franchement ça me fait giga plaisir, on sent que putain il a fait une bonne course, c'est comme une victoire, vraiment c'était cool. Alors comptablement parlant, c'est pas le carton qu'Aston aurait pu faire face à Alfa Romeo, mais ils reviennent à 1 point puisque Bottas perd la voiture avec probablement du vent arrière dans le virage 19 et Guan Yu Zhou est en dehors des points. Je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, Aston était avant-dernière du classement et là ils se battent pour la 6e place du championnat. C'est assez phénoménal je trouve. Alors sur ce Grand Prix, stratégiquement parlant, ils ont été vraiment intelligents, surtout avec Vettel, mais on voit à quel point finalement un problème d'exécution peut justement tout mettre à la poubelle. Vraiment agréablement surpris par Aston sur cette fin de saison, parce que là pour l'instant, ça performe quasiment chaque week-end. Deuxième réaction, je me suis vu faire la miniature avec Hamilton et puis écrire enfin pour le titre de ce Fast 5. Finalement, pas du tout, pas du tout. Va falloir malheureusement encore attendre pour Mercedes et Lewis Hamilton d'aller chercher leur première victoire de cette saison. Alors globalement, en termes de rythme, Hamilton n'était pas autant à la rue que ce à quoi on aurait pu s'attendre sur d'autres circuits. Là, ça matchait pas le rythme des Red Bull pour autant, principalement dû à la vitesse de pointe qui est absolument phénoménale chez les Red Bull. Et j'ai envie de vous dire, la Mercedes et la Ferrari, aujourd'hui, c'est vraiment hyper proche, plus que c'est proche de la Red Bull. Alors Hamilton, bien placé au départ, évite George qui accroche Sainz, se retrouve à prendre en chasse Verstappen et ça tient quand même pas trop mal. Alors je sais pas si c'est les températures peut-être un petit peu plus fraîches qui ont aidé la Mercedes, mais le rythme était pas dégueu je trouve. Un peu à l'ancienne, Hamilton sur les deux fenêtres d'arrêt au stand,
est le premier à passer justement pour mettre en danger Verstappen et Red Bull et donc les obliger à couvrir leur stratégie, eh bien ça fonctionne pas mal puisque ça fonctionne sur les deux arrêts. Red Bull, même s'ils ont l'air d'avoir un avantage, c'est pas non plus un avantage ultra net, donc autant couvrir la stratégie des Mercedes, c'est tout à fait normal, pas de souci. Mais bien que cela peut surprendre, Red Bull loupe son arrêt avec Verstappen qui retombe à la P3 et ressort juste derrière Charles Leclerc. Si Hamilton voulait gagner, il fallait que Verstappen joue de la malchance et surtout qu'il ait à batailler avec un autre adversaire en piste. Parce que d'un point de vue rythme pur, alors on se retrouve dans une configuration un petit peu comme la Hongrie 2021 entre guillemets, avec Alonso qui défendait justement sur Hamilton pour que Ocon puisse avoir une chance de ne pas se faire rattraper. D'une certaine manière, c'est un peu la même chose ici avec Leclerc, oui, certes ils sont pas dans la même équipe mais t'as compris, qui défendait simplement son beefsteak à lui quoi. Alors une fois que le bouchon Leclerc a sauté, en vrai j'avoue que c'était plus une question de temps, médium pour Verstappen contre les hard pour Hamilton. La Red Bull dégrade pas aussi fortement ses pneus pour être en PLS à la fin de la course face à la Mercedes. Dès qu'il était à 2 secondes, je me suis dit bon c'est mort, vu sa vitesse de pointe et bientôt le DRS qu'il va avoir, ça va pas durer longtemps. Alors du coup, Verstappen, gros dive au virage 12, placement intelligent dans le 13 où il tente d'emmener Hamilton sur l'extérieur qui lui, en vieux briscard parce que tu l'as lui fait pas à l'envers, il va tenter de croiser, mais ça fonctionne pas assez. Malheureusement, la Mercedes est un petit peu en dessous. Alors le reste de la course, on voit aussi Hamilton utiliser toutes les armes qu'il a à sa disposition. Par exemple, appeler à la radio dès que Verstappen sort des limites de la piste pour tenter de faire pencher les stewards et infliger aux Néerlandais une pénalité pour récupérer la victoire. Tous les moyens sont bons pour pouvoir gagner, même si de mon côté, vous le savez, je suis absolument pas fan de ce genre de tactique. Ça se fait en piste, ça se fait pas à la radio ou sur tapis vert. Ça, c'est pas trop mon truc. Alors d'ailleurs, Hamilton s'est plus déconcentré lui-même car il était aussi à un avertissement de se prendre une pénalité pour avoir dépassé les limites de la piste. Dans tous les cas, Hamilton ne pouvait pas faire grand-chose face à Verstappen une fois que Verstappen l'avait passé. C'est comme ça. Verstappen qui, malgré l'arrêt loupé, qui l'a forcément irrité comme jamais, comme à chaque fois finalement que son équipe, ou son matériel d'ailleurs, fait défaut, a quand même montré une très belle maturité, je trouve, à redescendre de ses grands chevaux pour rester concentré en disant « Ok les gars, non mais t'inquiète, je sais qu'il reste plein de tours, on va y aller ». Verstappen égale donc Michael Schumacher et Sebastian Vettel au nombre de victoires dans une seule saison, 13, même si oui, à l'époque de Schumacher et même de Vettel, le calendrier était plus restreint en nombre de courses. Si on prend le ratio du nombre de victoires, je crois que Verstappen ne pourra pas dépasser Vettel ou Schumacher justement. Ceci dit, 13 victoires, 3 courses restantes avec une voiture aussi performante, ça montre à la fois le progrès depuis le début de la saison et le sans faute qu'ils ont exécuté contrairement à la Scuderia Ferrari par exemple. De là à dire domination, pas encore je pense. Si ça continue bientôt, oui, mais je suis pas sûr que la saison 2022 de Formule 1 est une saison de domination de Red Bull parce que justement Ferrari n'était pas forcément dans le match. Troisième réaction, je voulais partir sur la très belle course de Lando Norris, je voulais la souligner, mais non, on va partir sur quelque chose de un petit peu plus énervant, on va partir sur la FIA et puis Fernando Alonso. Alors, oui, Alonso a perdu sa 7ème place, ce qui était absolument fantastique, et il a écopé d'une pénalité, et alors là, c'est top, parce que, on va pouvoir, une nouvelle fois, foutre le feu à la FIA, en tout bien, tout honneur. Alonso perd donc sa 7ème place après avoir écopé d'un stop and go de 10 secondes après la course, ce qui est transformé en pénalité de 30 secondes à ajouter à son temps global, ce qui fait chuter l'Espagnol à la P15 pour avoir eu un rétroviseur en moins sur sa voiture, qui a bougé d'abord et puis qui s'est détaché. Alors, Haas sont ceux qui ont porté réclamation sur la voiture d'Alonso et de Sergio Pérez pour avoir des éléments qui étaient sur le point de se détacher. Et si vous vous souvenez bien, Magnussen à Singapour par exemple s'était fait montrer le drapeau noir à rond orange pour avoir le plan vertical de l'aileron avant, brinque-ballant quoi, grosso modo. Et c'était pas la première fois parce que ça leur est arrivé quand même 3 fois cette année à Haas. Alors de ce côté-là, je suis tout à fait de l'avis de Haas. À un moment donné, faut pas se foutre de la gueule du monde. Pérez a eu aucun drapeau pour son aileron avant, qu'il a d'ailleurs cassé au premier tour. Bou qui a fini par se détacher au 6e tour à plus de 300 km/h dans la ligne droite de retour. Je sais pas si on peut appeler ça dangereux, mais pour moi, de mon côté, oui quand même. Au final, pareil pour Alonso, le rétro entier vibrait et s'est finalement détaché au bout de 10 tours. Et ça aurait pu aussi être hyper dangereux pour un pilote derrière. En témoigne Norris d'ailleurs, qui a ramassé un gros bout de carbone en étant derrière l'accrochage de Stroll et de Fernando Alonso.
ce qui a coupé sa winglet avant gauche sur sa voiture. Ça déconne pas. Alors, chez Haas, on a peut-être aussi un petit peu oublié George Russell qui lui aussi avait son montant vertical de l'aileron avant qui pendait, mais là aussi, rien du tout. Alors du coup, il y a plusieurs problèmes à ça. La réclamation de Haas se fait après le délai autorisé, mais la FIA a dit « Ok, vous pouviez pas avant, mais vas-y, on s'entend, on s'arrange, etc. » Je sais pas vous, mais moi, quand je suis à la bourre pour un train, généralement, le train, il m'attend pas spécialement. Donc je vois pas pourquoi on devrait accepter la réclamation de Haas. Mais ok, fair enough, on est entre potes, tout le monde. Allez, vas-y, viens, on se fait un petit débrief. Deuxième problème, ils foutent quoi encore à la FIA là? Ça fait plusieurs Grands Prix qu'on voit des ailerons brinque-ballants, hein, et ça leur a pris littéralement 10 secondes à chaque fois pour agiter ce fameux drapeau noir à rond orange pour t'obliger à passer au stand et réparer ta voiture. Et là, on laisse Russell, Perez et Alonso faire toute la course et absolument rien dire. Ils le font exprès, c'est con, c'est pas possible. Donc la direction de course dort littéralement, ou alors préfère discuter avec Ed Sheeran pendant qu'on prépare un Tim Cook qui est complètement amorphe, qui a deux doigts d'ailleurs de lâcher le drapeau à damier des mains pendant que les voitures sont en train de passer, et on sait même pas qui c'est avec ses... Bon, bref. Ils avaient 10 tours avant que le rétro de Fernando Alonso lâche, mais personne n'a rien fait. Perez, ils ont eu pareil, un bon gros 6 tours je crois, mais rien, tout le monde s'en fout. Et alors Russell, Mercedes a envoyé des photos pour dire « Non mais t'inquiète, c'est bon frère, regarde, le montant il tient bien ». Donc finalement, les emails de Toto Wolff pendant la course, ça fonctionne. Mais on est où là? C'est quoi ce sport de merde? Alors 30 secondes pour Fernando Alonso, car la voiture a été jugée dangereuse, car il lui manquait un rétroviseur selon le délégué technique de la FIA, Joe Bauer. Voiture que il a lui-même déclarée légale à la fin de la course dans le parc fermé, donc a priori, pas dangereuse. Et du coup, selon lui, quelques heures plus tard, il faut absolument que la voiture ait 2 rétroviseurs, argument accepté par les stewards. Bon, là-dessus, je vais pas m'exprimer pour le coup, pour avoir fait l'expérience. On pénalise Alonso parce que sa voiture n'a pas de rétroviseur, pas parce qu'il a perdu un élément qui aurait pu être dangereux pour lui ou les autres sur la piste. Juste une question de légalité. Ah, t'as pas de rétro, terminé. Alors Perez n'a rien eu parce que lui, il avait ses 2 rétroviseurs. Les stewards ont refusé d'admettre qu'Hamilton, qui n'avait plus son rétro à Suzuka en 2019 et qui a fait toute la course avec, ça pouvait pas être admis comme un précédent. Ok, d'accord, alors Joe Bauer, 25 ans qu'il est délégué technique à la FIA en Formule 1. Là, d'un coup, ça change. Hop, on fait ça à la tête du client, visiblement. Alors, on peut quand même noter sur le document officiel de la FIA que les stewards ont admis qu'ils étaient profondément préoccupés par le fait que la voiture d'Alonso n'ait pas reçu de drapeau noir à rond orange ou au moins un appel radio à Alpine, malgré 2 interpellations de Haas à la FIA pendant la course. Ouf! Ils sont préoccupés par le fait que tout le monde dorme à la FIA, c'est quand même pas mal. Bon allez, on va s'arrêter ici. On est sur un sport pointu, technologique, avec beaucoup de techniques, mais visiblement tout le monde à la FIA oublie que le principal dans ce sport, et dans la vie accessoirement, c'est quand même faire preuve de bon sens, quoi. Bande de cons. Je vais aller faire un petit tour à la FIA, moi. Bon, on va parler maintenant du gros fait de course de ce Grand Prix, voire peut-être de l'année, je pense, l'accrochage entre Alonso et Stroll, et j'avoue que sur ce coup, j'étais à 2 doigts de prendre un avion pour aller déglinguer le Canadien, mais en revoyant les images, je vais peut-être me faire un peu l'avocat du diable, histoire de balancer un petit peu la chose. Parce que bon, voilà. En sport automobile, faut être 2 pour faire un accrochage, ça c'est normal, soit c'est une erreur de pilotage d'un des 2 pilotes, genre un freinage raté, etc. Soit c'est une incompréhension entre les 2 pilotes. Quand c'est une erreur de pilotage, bon on le voit tout de suite, ça c'est pas un souci. Quand c'est l'autre cas, ça fait toujours un petit peu débat parce que comme les 2 se sont pas compris, on sait pas les intentions des uns et des autres. Alors du coup, Alonso se retrouve dans l'aspiration de Lance Stroll, dans la ligne droite de retour, suffisamment proche pour se décaler et même passer le Canadien avant le prochain virage, ou du moins être parfaitement placé pour conclure un dépassement avant le point de corde. Là-dessus, pas de souci. Alors Alonso se décale à gauche, Stroll fait pareil au même moment, et décollage d'Alonso qui atterrit juste avant les rails, parce que là ça aurait pu être très grave. Stroll part en tête à queue plusieurs fois, et derrière on a des pilotes qui arrivent pleine balle sans trop voir ce qu'il se passe devant. Bref, la situation était vraiment dangereuse. Stroll abandonne, Alonso continue par je ne sais quel miracle, change de pneu et d'aileron avant et repart. Ok, la voiture avait l'air d'avoir tout de même un problème de direction après le choc, ça tirait un peu à gauche je crois ou un truc dans le genre.
mais elle a roulé pour prendre une P7 à la régulière. Faut quand même souligner la perf du pilote, parce qu'après un choc comme ça, c'est un peu vénère, faut se remettre dedans, et la solidité de la voiture, parce que là, elle a tapé le rail et tout, mais non, vas-y, continue. Alors Stroll prend 3 places de pénalité sur la grille au Mexique, du coup, c'est donc lui en majorité que la FIA a jugé responsable. Je pense que tout le monde est assez d'accord là-dessus, ça ne fait pas, ça fait assez l'unanimité de dire que Stroll est le fautif, il n'y a pas de souci. Quant au fait de savoir si la pénalité est assez sévère, on va essayer de voir ça un petit peu ensemble. Alonso est donc dans l'aspiration de Stroll en ligne droite. Ils sont tous les deux sur le côté droit de la piste avec un boulevard à gauche littéralement. Stroll regarde d'abord dans son rétro à droite en sortant du virage, attend un petit peu avant de jeter une nouvelle fois un œil dans le rétro à droite, puis jette un œil dans le rétro à gauche et se décale juste après à gauche avant de se faire percuter par Alonso. Alonso, à l'aspiration, reste derrière. Il sait qu'il va le dépasser, il prend le plus possible l'aspiration pour se faciliter le dépassement. Rien d'extraordinaire pour le coup, c'est assez standard, proche, mais c'est la course quoi. Je veux dire, prend la spie, se décale au dernier moment, c'est ce qu'on appelle faire la course, littéralement. Alors en fait, en revoyant bien les images, Alonso fait un petit mouvement à droite, très probablement involontaire, ce qui le place dans le champ de vision du rétroviseur droit de Lance Stroll, avant de se décaler vraiment à gauche pour entamer son dépassement. Au vu de l'accident, je pense que Stroll voit Alonso à droite au moment où il regarde son rétro à droite, et doit se dire « Ok, il est à droite, je vais aller à gauche pour défendre ». Il regarde à gauche juste avant qu'Alonso apparaisse dans son rétro gauche, et boum. Alors le différentiel de vitesse entre les deux voitures n'est pas immense, loin de là. D'habitude, quand il y a un gros différentiel, c'est là où ça devient très dangereux. Là, c'est pas le cas. Stroll a eu du mal à évaluer la distance avec Alonso par son rétroviseur. Stroll a été, ça c'est sûr, trop vif sur son décalage en ligne droite. Et la proximité entre les deux voitures empêche Alonso de prendre une décision pour éviter l'accrochage. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, c'est hyper dangereux d'avoir une voiture qui défend en réaction de l'attaquant, surtout quand elles sont proches comme là ça a été le cas. Le défenseur, donc la voiture de devant, doit être celle qui parle entre guillemets en premier et c'est celle qui doit choisir la ligne en premier et pas l'inverse. Par exemple en IndyCar, les pilotes n'ont pas le droit de réagir à une attaque, c'est le défenseur qui doit être le premier à bouger, mais si l'attaquant a bougé d'abord, alors le défenseur n'a pas le droit de rebouger entre guillemets derrière. C'est ce que expliquait James Hinchcliffe justement dans le post-race show de la Formule 1. C'est assez intéressant, mais j'avoue que je me suis pas plus penché sur les courses d'IndyCar que ça. Alors il faut aussi que peu importe la situation, l'intention de la voiture de devant et même celle de derrière soit suffisamment claire et nette pour éviter toute mésentente. Là, l'intention d'Alonso a pu paraître pas si claire que ça pour Lance Stroll. Alors que bon, en vrai, il allait pas forcément forcer à droite. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de place à droite. Mais l'intention de Stroll de rester à droite a changé d'un coup, quand pour Alonso, c'était clair que Lance Stroll allait pas bouger. Alors autant un attaquant peut faire des mouvements brusques de décalage, comme le fait généralement d'ailleurs Alonso, pour surprendre son adversaire, mais là on a le parfait exemple qu'un mouvement brusque du défenseur est absolument dangereux. Bon alors j'ai pas grand chose d'autre à dire, Stroll met à la poubelle l'un des plus beaux week-ends de course de sa saison. Le voir faire ce genre de manœuvre après 5 saisons complètes en Formule 1, je trouve ça un peu médiocre pour le coup. Autant pour un rookie, je dis pas je peux laisser passer ça, tu vois, mais là vraiment moins. 3 places de pénalité, je trouve ça assez fair play. J'aurais préféré qu'on lui en mette 5 ou 10. Je vous rappelle qu'on juge encore une fois le fait et pas la conséquence avec le décollage, etc. Mais bon, voilà, il a pas gueulé en mode ouais, Fernando est un bouffon, il sait pas ce qu'il fait, etc. Je pense que Stroll est bien au courant qu'il a eu un manque d'appréciation de la situation. Donc pas de souci là-dessus. Allez, on termine par la dernière réaction et on va toujours parler de la FIA et même, on va dire, plutôt des manœuvres en règle générale sur ce Grand Prix auquel on a eu droit. Les décalages dans les zones de frein. Quasiment tout le monde l'a fait alors que, a priori, c'est interdit. Du moins, c'est ce que je me disais avant de faire la vidéo. Pérez, Leclerc ou Hamilton, par exemple, pour ne prendre que, ont freiné en se décalant dans la zone de freinage et je vais être honnête, c'est un petit peu difficile de vraiment tout faire comprendre parce que ce n'est pas vraiment réglementaire, mais d'une certaine manière, ça a été fait un peu dans les règles de l'art. Alors de base, en fait, on a l'article 2A de l'annexe L du règlement sportif de la FIA qui dit qu'un seul changement de direction pour défendre est autorisé. En fait, ça, c'est pour éviter justement les zigzags et surtout éviter de trop brouiller l'intention du défenseur qui pourrait résulter d'un crash comme avec Alonso et Stroll. Verstappen, au début de sa carrière en Formule 1, changeait de ligne sur ses freinages, ce qui était très dangereux et n'a pas manqué de s'accrocher avec Ricciardo à Bakou en 2018 ou même avec Sebastian Vettel en 2019 à Silverstone.
Il revenait devant son concurrent pendant le freinage sans lui laisser le choix que de le percuter après avoir défendu de l'autre côté de la piste. Et ça, justement, cette règle, elle existe à cause de ces manœuvres-là de Verstappen. Là, que ce soit Pérez, Leclerc ou Hamilton, les trois ont changé de direction au moment où ils ont commencé à freiner, et pas pendant qu'ils ont freiné. Mais ils ont respecté la règle, parce que en fait, ils ont changé de direction qu'une fois. Très tard, mais peut-être pas trop tard. Alors ça paraît pas comme ça, mais ça fait, je trouve, une petite différence de mon point de vue. Alors il y a autre chose aussi, c'est que ces trois pilotes-là, lorsqu'ils ont freiné et se sont décalés, ils ont freiné en ligne droite, ou plutôt en diagonale entre guillemets, par rapport à la piste. Mais leur intention restait suffisamment claire pour que le pilote attaquant puisse prendre toutes les décisions possibles pour soit conclure sa manœuvre, soit l'avorter. Et enfin, je termine aussi là-dessus, la largeur de la piste a aussi permis de faire ce genre de défense, car la voiture de l'attaquant pouvait malgré tout aller au bout de la manœuvre sans risquer l'accrochage absolu ou de sortir les deux voitures. Alors, les freinages en diagonale qu'on a eus sont une belle manière, entre guillemets, de refermer un peu plus le virage pour l'attaquant, qui justement est en train de plonger, pour pouvoir le gêner dans sa sortie de virage, sans pour autant que ce soit trop risqué. Et à chaque fois, les voitures étaient suffisamment loin l'une de l'autre, au moment où ça allait freiner, et les intentions des pilotes étaient suffisamment claires pour que ça évite le carton à chaque fois sur, en tout cas, les trois dépassements dont je vous ai parlé, Pérez, Hamilton et Leclerc. Alors Hamilton, par exemple, a défendu très tardivement l'intérieur sur Verstappen, mais quand le Néerlandais a plongé, Hamilton s'est écarté pour privilégier sa sortie à lui et éviter aussi l'accrochage dans le cas où il forçait Verstappen à être encore plus à l'intérieur que ce qu'il ne pouvait l'être. Alors sachez que des manœuvres similaires, ça valait 5 secondes de pénalité, fut un temps, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, pour le spectacle, je trouve ça assez beau parce que ça a été parfaitement exécuté à chaque fois. Maintenant, je ne saurais vous dire si c'est admis ou pas par la FIA, parce que elle dort à chaque Grand Prix depuis quelques Grands Prix là, donc je sais pas du tout si on va ne pas changer la règle ou pas, je saurais pas vous dire. En tous les cas, je trouve que les défenses ont été rugueuses, ou en tout cas assez agressives, mais pas trop juste ce qu'il faut en fait. Donc, moi dans ma tête, ça va. Mais du coup, d'une certaine manière, je trouve que pour un néophyte, c'est très compliqué de faire la différence entre se décaler dans une zone de freinage et risquer l'accrochage avec un autre pilote, et se décaler tardivement, mais pas trop tard. Et en fait, c'est toute cette nuance-là qui est super difficile à expliquer et super difficile à comprendre pour des néophytes, je pense, même pour des spectateurs peut-être un peu plus aguerris. Mais là, je pense que c'est un peu exceptionnel. On a réuni un peu toutes les conditions, des bons pilotes, des bonnes voitures, un bon circuit qui permettait de faire ça. Ouais. Sur d'autres circuits, dans d'autres circonstances, ce serait peut-être pas le cas et peut-être qu'on risquerait l'accrochage, probablement. Allez, je vous laisse avec un bonus. J'aurais pu vous parler de la magnifique course de Kevin Magnussen. Là aussi, ça part du fond de grille, ça termine dans les points. Bravo à Magnussen. Ça marque de très très gros points, tout comme Norris d'ailleurs. Bon, ça pareil, j'aurais bien voulu vous en parler, mais bon, voilà. On aurait pu parler aussi de l'accrochage entre Sainz et Russell, mais je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire, à part que c'est plus un fait de course du premier virage. Ça arrive, c'est une erreur d'appréciation de Russell là aussi. Bref, beaucoup de choses se sont passées pendant ce Grand Prix, mais j'essaie de rester sur 5 réactions. Et vous voyez que c'est quand même pas facile. Voilà, c'est la fin de ce Fast 5. N'hésitez pas à me donner vos réactions justement dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour le Fast 5 du Grand Prix du Mexique. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.